public dans le cadre du SALGO 2023, en direct sur CIA TV News et retransmise par plusieurs autres chaînes de télévision. S'il n'y avait qu'un élément de contexte à présenter dans le cadre de cette activité, il pourrait ressortir sans contexte à une instruction générale du chef de l'État, Paul Biya. En effet, il ne suffit pas de bien faire, il faut aussi et surtout faire savoir ce que l'on fait. Fin de citation. C'est dans cette vision que s'inscrit la participation du ministère des Travaux publics à cette 12e édition du Salon de l'action gouvernementale. L'objectif étant, de l'aveu même du ministre Emmanuel Nganou Djoumissi, et à la lecture de la plaquette de participation de ces départements ministériels, de promouvoir le programme de développement des infrastructures routières et autoroutières défini par le président de la République. D'où le récital d'activités menées depuis l'ouverture du salon et dont la conférence publique de ce jour est, si je ne m'abuse, le point culminant. Le thème choisi est à lui tout seul aussi long et large qu'une autoroute, les coûts et le financement des infrastructures routières et autoroutières, contraintes, opportunités et ambitions nouvelles dans un contexte de transformation de l'économie. Le panel ne donne pas lieu à une circulation de la pensée à sens unique, et c'est tant mieux. Au contraire, le boulevard est ouvert à la critique, voire à la contestation et même la contradiction, du moins pour ceux qu'inspire a priori une sémiotique des postures et positions des uns et des autres dans le champ public et essentiellement, on va dire, à ma droite. Chers panélistes, pour ne pas avoir à garder longtemps la parole, puisque c'est vous que nous voulons écouter, je vous propose d'être introduits chacun au moment de sa prise de parole et de ne donc pas dérouler ici et maintenant le pédigré de chacun d'entre vous. C'est un panel malheureusement masculin et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais on va y aller. D'abord avec Monsieur Donat Takwete, ingénieur de génie civil, directeur général des études techniques au ministère des Travaux publics. Il travaille dans cette direction générale depuis sa création en 2014. D'abord comme directeur des études techniques routières et autoroutières, puis comme directeur général. Son activité se situe en amont de l'exécution des travaux, les études. Il est donc l'homme qu'il faut pour parler des coûts des travaux et projets routiers. Monsieur Donat Takwete, vous pouvez prendre la parole pour une déclaration préalable, on va dire, tenant dans les 4 ou 5 minutes, et puis on va passer aux autres intervenants. Bonjour et merci pour l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de parler du coût des projets routiers. Je parlais bien du coût des projets routiers parce que les coûts qui sont souvent affichés et que tout le monde voit sont des coûts des projets, ce ne sont pas des coûts des itinéraires des travaux routiers. Qu'est-ce que le coût d'un projet routier? Le coût d'un projet routier, c'est le coût de l'ensemble du projet, y compris ses composantes. Nous savons qu'aujourd'hui, au ministère des Travaux publics, un projet routier n'est pas seulement l'itinéraire routier qu'on construit, mais également d'autres infrastructures socio-économiques qui visent à accroître la rentabilité économique du projet. Donc, à côté de chaque projet routier, vous avez le coût de la route elle-même qui est construite, mais également le coût des infrastructures socio-économiques, écoles, centres de santé, infrastructures marchandes qui sont réalisées dans le cadre du projet pour accroître sa rentabilité. Et le coût du projet de l'itinéraire routier lui-même dépend de beaucoup de choses. D'abord, les hypothèses de conception de la route. Nous sommes en amont de la réalisation de projets routiers, comme vous l'avez dit, mais les hypothèses de conception de la route influencent énormément sur le coût final qu'on aura pour le projet. Je veux prendre l'exemple d'un seul critère, la vitesse de référence. En fonction de la vitesse de référence que vous allez utiliser pour concevoir une route, vous pouvez avoir un coût qui passe du simple au double
suivant le relief dans lequel vous vous trouvez. Nous avons également les hypothèses de trafic qui sont utilisées. Vous avez deux itinéraires routiers, même s'ils ont le même linéaire et qu'ils n'ont pas le même trafic, ils n'auront pas la même structure de chaussée, donc n'auront pas forcément le même coût. Je veux prendre en compte également d'autres éléments de l'environnement de construction du projet, tels que l'hydrographie. Sur un itinéraire, vous avez assez d'ouvrages d'art, vous n'aurez pas le même coût au kilomètre qu'un autre itinéraire qui n'en a pas ou qui en a de moins en moins. Donc, le coût d'un projet routier doit être examiné en prenant en compte toutes les hypothèses qui encadrent la conception de cette route. Et aujourd'hui, au ministère des Travaux publics, beaucoup de mesures ont été prises par le ministre pour réduire effectivement le coût des projets routiers sur le plan technique. Donc, concernant les hypothèses de conception, le ministre des Travaux publics a pris une note d'orientation méthodologique pour la conception routière qui vise à encadrer les hypothèses de conception en fonction de la catégorie et de la destination de la route. Ça permet à ce qu'on n'applique plus forcément les mêmes hypothèses sur toutes les routes, qu'on puisse offrir une route à l'usager suivant ses besoins. Et également, le ministère des Travaux publics est aujourd'hui aussi en train de migrer vers des techniques innovantes. Lesquelles techniques innovantes visent à utiliser de plus en plus les matériaux disponibles en place pour la réalisation des structures routières ou même pour la réalisation des terrasses. Été utilisés parce qu'ils avaient une faible performance mécanique, peuvent être aujourd'hui améliorés avec les produits innovants et être utilisés, permettant ainsi de réduire le coût, de réduire les délais de réalisation, permettant également de réduire l'impact sur l'environnement. Également, je voudrais soulever que le coût des projets routiers ne dépend pas que de ces facteurs internes, ces facteurs qui sont purement techniques. Il dépend également de l'environnement économique général. Il faut dire que la construction de la route s'intègre dans un environnement économique et l'environnement économique et institutionnel influence forcément sur le coût de la construction routière. Il y a également le climat des affaires qui influence. Les entreprises qui construisent la route sont des investisseurs dont le climat des affaires influence forcément sur la façon dont ils vont construire les coûts de réalisation de leurs projets. Si une entreprise va réaliser une tâche et être payée un mois après, ce n'est pas la même chose si elle va réaliser la tâche et être payée un an après. Il y a des frais financiers qui viennent s'ajouter. Donc, il y a ces éléments de l'environnement auxquels nous ne pouvons pas échapper. Et nous connaissons tous que le coût de la vie va croissant avec l'inflation. Donc, le prix des intrants sur le marché va croissant. Et forcément, le coût de réalisation des itinéraires routiers va également croissant, puisqu'on utilise les intrants du marché de fer, de ciment et autres, pour réaliser les travaux routiers. Donc, ça impacte également sur leur coût. Et parmi les mesures que le ministre des Travaux publics a également pris, il y a le guide de l'ingénieur de suivi qui nous permet à notre niveau, sur ce plan institutionnel, d'amoindrir les influences de la gestion des projets sur les coûts. Donc, en ayant un guide de l'ingénieur pour la gestion du projet, ça permet en sorte que les lenteurs qui auraient pu engendrer des surcoûts pour le projet soient balayées au cours du cycle de vie de la réalisation du projet. Donc, voilà ce que je pouvais dire d'entrée par rapport à cette question de coût des projets routiers. D'accord, nous aurons l'occasion de revenir à vous tout à l'heure. On retient globalement que pour vous, les coûts des travaux routiers ne doivent pas toujours être pris pour ce qu'ils sont. Il faut y intégrer un certain nombre d'externalités, par exemple des aspects liés à la géographie, mais également au climat des affaires. Et vous appelez certainement les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin quant à ce qui est de l'appréciation des chiffres qui sont souvent affichés. Mais nous verrons tout à l'heure si le message est bien passé. Mais qui parle de coût signifie qu'il y a de l'argent à injecter et qu'il faut trouver donc quelque part, ce qui nous invite à parler un peu de la mobilisation des fonds et des ressources pour le financement des projets routiers. À ce moment-là, je voudrais me tourner vers mon voisin immédiat, le professeur Dieudonné Bondoma Yokono, qui est économiste. Il est maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2. Et c'est surtout le président du Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Monsieur le professeur, bonjour et vous avez la parole.
Bonjour, monsieur Chisse. Effectivement, le problème du financement est très important dans tout projet et plus encore lorsqu'on parle de projets routiers. Ces projets dont les coûts sont très importants. Et pendant longtemps, l'on a abordé cette question du financement sous l'angle essentiellement budgétaire, en mettant l'accent sur les ressources internes ordinaires des budgets des États. Ensuite, on a compris que le budget de l'État n'était pas à lui tout seul suffisant pour pouvoir adresser les questions de financement des infrastructures. On est passé à l'endettement, notamment l'endettement extérieur. Et nous savons tous là où cet endettement nous a conduit à un moment donné, au point où on a donc imaginé, à partir du moment où on atteignait des niveaux d'endettement très élevés, qu'il fallait identifier des financements innovants pour adresser la question de la réalisation des infrastructures. Au titre de ces financements innovants, il y a les partenariats publics-privés qui ont été identifiés et qui ont fait l'objet d'une législation et d'une réglementation dans notre pays à partir de 2006. En effet, c'est par une loi du 29 décembre 2006 que le Cameroun a légiféré les partenariats publics-privés. Et lorsqu'on parle des partenariats publics-privés, il s'agit de cette technique qui consiste à associer le secteur privé au financement de la réalisation des investissements publics. En d'autres termes, le coût des infrastructures étant très élevé, le budget de l'État, à lui tout seul, ne peut pas y faire face. Et même lorsqu'on y ajoute l'endettement extérieur, on a toujours des difficultés. Je prends pour exemple notre stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Lorsque vous consultez cette stratégie nationale de développement, vous voyez que les projets qu'on a identifiés là-dedans et qui doivent être réalisés dans cet horizon-là se chiffrent à environ 37 500 milliards de francs CFA. Mais s'il faut compter sur le budget de l'État pour financer ces projets de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, je crois qu'il faudra attendre environ 40 ans parce que nous savons quel est le niveau annuel de notre budget d'investissement public. Donc ce serait tout à fait impossible d'atteindre nos ambitions à l'horizon 2030. C'est la raison pour laquelle il faudra diversifier les sources de financement et le partenariat public-privé apparaît comme une alternative à tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Merci, professeur. J'ai eu peur que vous ne prophétiez et donc que vous ne gardiez longuement la parole comme dans les amphithéâtres. Vous nous facilitez la tâche. On va retenir essentiellement que les caisses de l'État n'ont pas des ressources inépuisables et donc face aux besoins, il faut se tourner vers d'autres alternatives et pour vous, les partenariats publics-privés représentent cette alternative-là de plusieurs points de vue. Maintenant, comme vous le savez, mesdames et messieurs, la question des routes suscite un peu une inflation dans les débats médiatiques, les débats politiques, ainsi de suite. On se demande pourquoi cet intérêt, on va dire, surdimensionné parfois sur la route et sur les projets routiers.
Nous aurons quelques éléments de réponse tout à l'heure avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Michel Mbela Eboubou, c'est le chef de la division des ouvrages d'art. Il est ingénieur de génie civil, un pur produit du ministère des Travaux publics. Son expérience est celle d'un homme qui a fait ses classes tour à tour à la cellule des projets routiers à financement conjoint, mais aussi à la direction des investissements routiers, puis à la délégation régionale des travaux publics pour la région de l'Ouest. Une fois que je l'ai dit, M. Michel Mbela Eboubou, vous comprenez qu'on a beaucoup à attendre de votre prise de parole pour nous amener à resituer la route dans le débat public. Merci, Monsieur Tuisseux, pour la parole. Effectivement, la route reste et demeure le vecteur dominant de la mobilité des biens et des personnes. C'est donc à juste titre que les questions de route cristallisent beaucoup d'attention. Parfois, elles charrient beaucoup de passion. Ce qu'on peut dire, c'est que de l'idée de construction d'une route à l'exploitation de la route, on passe par les études préliminaires, on passe par la contractualisation, on passe par les travaux proprement dits, et enfin on passe par l'utilisation de la route. Cela veut dire qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent. Et les intérêts de ces acteurs sont parfois divergents. L'acteur principal, qui est le maître d'ouvrage, aura donc pour rôle d'essayer de concilier, de mettre tout ça en musique pour qu'à la fin, on puisse atteindre des objectifs poursuivis. Le coût de la route la question a été développée par mes prédécesseurs. Peut-être la petite chose qu'on va ajouter, c'est que dans le coût de la route, il y a des facteurs internes, mais il y a beaucoup de facteurs externes qui interviennent. Les facteurs internes, on peut dire, c'est le déboursé sec, donc ce qui est nécessaire pour la construction de l'ouvrage proprement dit, en termes de matériel, matériaux et main-d'œuvre. Mais à côté de cela, il y a les aléas, il y a les marges bénéficiaires, il y a même les frais financiers induits par l'action humaine. Donc la question est vraiment complexe et nous pensons qu'au cours des développements qui suivront, nous allons pouvoir apporter des précisions aux auditeurs. Merci. Téléspectateurs également, et au nombre des débats qui vont suivre, il y a un débat sur les routes que nous voulons ou les routes que nous souhaitons. Après, les routes que vous nous construisez, vous, le ministère des Travaux publics, et que vous venez de présenter. À la question donc de savoir quelles sont les routes que nous voulons, je vais me tourner vers Valère Bessala, qui est probablement le plus jeune de ce panel, mais de cette jeunesse cornélienne, pourrais-je dire, dont la valeur n'a pas attendu et n'attend pas le nombre des années. À ceux qui ne connaissent que le débatteur pugnace des médias, j'ajoute qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un administrateur civil, diplômé de l'ENAM, mais aussi de l'IRIC et de l'ESTIC, qui connaît bien le réseau routier national puisqu'il a été ancien adjoint préfectoral, ancien sous-préfet, donc il a fait le commandement, avant de monter inspecteur régional dans les services du gouverneur du Nord. Aujourd'hui, c'est un homme politique, j'espère qu'il ne le contestera pas, guide de jouvence JCP, entendu comme Jeunesse camerounaise en politique. Valère Bessala, je vous passe la parole à ces divers titres-là pour essayer de nous tracer la voie de ces routes que nous voulons. Merci beaucoup, Monsieur Tuisseux. Je crois que je préfère commencer par les civilités. Très ravi de l'invitation qu'on m'avait faite de venir ici. Je vois que j'étais un peu embarrassé, je dois l'avouer, quand vous m'avez saisi. Et Madame Essé aussi, le professeur. Mais je suis venu parce que c'est un débat peut-être qui est citoyen, mais qui porte sur quelque chose ou un fragment de la vie sociétale qui impacte davantage non seulement sur notre développement commun, mais surtout sur les aspirations du futur, de l'avenir. J'ai beaucoup hésité parce que
Vous m'avez dit que le chef de département serait là aujourd'hui. Alors je me suis dit peut-être que j'aurais des difficultés à m'exprimer parce que c'est un administrateur civil. Est-ce que je pourrais dire vraiment toutes les vérités? J'étais ravi en arrivant aujourd'hui que vous m'avez dit qu'il n'est pas là. Et donc, pour des raisons qui ne dépendent pas de sa volonté. Soyez certain qu'il ne vous a pas invité. Hein? Oui, pour des raisons qui ne dépendent pas de sa volonté, c'est pour ça que je le dis. Et je suis donc très content de pouvoir m'exprimer en son absence et que j'espère que le rapport qui lui sera fait l'aidera davantage, parce que s'il était là, je n'aurais pas dit certaines choses. Je n'aurais pas dit certaines choses. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Je crois que nous parlons des routes, et pour moi, je ne vais pas entrer dans des aspects purement techniques. Je les vois passer de temps en temps, mais je m'occupe plutôt de l'œil du citoyen. L'œil du citoyen. Je vais partir de quelques faits, M. Tuisseux, parce qu'il s'agit des faits. Alors, vous savez, le budget de notre ministère des Travaux publics, je crois pour 2023, je pourrais me tromper, c'est 491 milliards de francs, 5, dans des poussières, dont 7,8% du budget global de l'État. Et ce budget en 2014 était de 262 milliards. Donc on est pratiquement parti du kit au double. Et figurez-vous que dans l'exercice financier budgétaire du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984, le budget du Cameroun était de 520 milliards. J'ai dit le budget global du Cameroun était de 520 milliards. Et à cette époque, l'année d'avant, c'était de 410 milliards. Donc dans l'exercice budgétaire de 82-83. Alors si vous prenez 520 milliards en 84, prenons cette borne supérieure, vous comprenez que le ministère des Travaux publics a exactement le budget global de tout le Cameroun en 1984. Et l'année d'avant, c'est-à-dire 83, le ministère des Travaux publics a plus du budget global du Cameroun. Si vous regardez dans la structuration de notre budget, du budget du ministère des Travaux publics, je pense que je parle sous le contrôle des spécialistes, il est 296 milliards, je crois, quelque chose comme ça, pour le budget d'investissement. Ça veut dire que le reste du budget, c'est le fonctionnement. Mais alors, on se pose encore la question, est-ce que le coût du kilomètre au Cameroun est raisonnable? Moi, je ne vais pas parler des partenariats que l'aîné Bondoma a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'il faut aller chercher de l'argent à l'extérieur. Moi, je reste sur la grande logique du libéralisme planifié qu'avait posé le président Ahidjo à travers les plans quinquennaux. C'est-à-dire qu'on doit planifier notre développement sur 5 ans, 5 ans, 5 ans. C'est parti de 65, je crois que le dernier plan quinquennal est fini en 87. Et il avait aussi proposé le développement auto-centré, c'est-à-dire un développement qui ne dépend pas de l'étranger. C'est-à-dire que nous faisons avec ce que nous avons. Si l'étranger nous donne, tant mieux. S'il ne nous donne pas, nous faisons avec ce que nous avons. Alors, si nous prenons les 296 milliards du budget d'investissement du ministère des Travaux publics, on peut se rendre compte d'une chose. À Colomb, le kilomètre de route au Cameroun qui coûte, j'ai vérifié dans les données du Conaroute, 2013, elles peuvent être dépassées, vous allez m'arrêter, me corriger, c'est 205 millions de francs le kilomètre. Chez nous, on est au double de la moyenne en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne, la moyenne, pour construire une route, c'est 100 millions. Au Cameroun, c'est 205 millions, c'est-à-dire le double. Et je suis allé sur un petit élément et je me suis dit, si l'on prend la route Nkolé-Nding, 89 km, qui a d'ailleurs été inaugurée le 28 décembre 2020 par le ministre, je crois, et on ajoute même à cela la petite bretelle Nangai-Boko-Bifogo, 6 km, soit 95 km. Cette route a été construite à 55 milliards de francs CFA. Et si vous divisez par 205
si vous divisez les 55 milliards, vous trouvez la moyenne, vous allez voir que sur les 95, jusqu'à 55 milliards divisé par 95 kilomètres, vous allez vous rendre compte que le kilomètre nous a coûté, tenez-vous tranquille, 578 millions et poussière. 578 millions et poussière. C'est-à-dire qu'avec les 55 milliards là, nous aurions pu faire combien? 190 kilomètres. Mais nous n'en avons fait que 95. Parce qu'en fait, le CONARUT, et c'est encore notre premier ministère, à travers le CONARUT, qui est le patron de cette affaire, qui dit que la moyenne, c'est 205 millions le kilomètre. C'est pour dire qu'en fait, nous allons en perte et profit dans ce que nous sommes censés faire, dans nos ressources. Pour moi, M. Tuisseux, cher public, je m'interroge donc sur les routes que nous voulons, sur les routes que nous espérons. J'ai aussi vu à un certain moment l'ancien maire de Yaoundé, André Fouda, dans le temps, soit Idjo, la bretelle, vous voyez, quand vous partez de la pause centrale, vous passez en Vorumbi, vous allez en Van, vous sortez, vous allez comme si vous allez sur notre axe lourd. Et puis, subitement, ça devient un bec. Quand vous entrez à Tradex, à Hala, vous continuez. Ça, c'est la route du passé. À partir de Mvongbi jusqu'au bec, là, c'est la route du passé. C'est la route du passé. Et cette route du passé ne nous a pas déçus jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une route de 9 mm. C'est-à-dire ce que les enfants appellent une piste. Ce n'est pas une route de 9 mm. C'est les routes du passé. Si vous faites Garoua, pour ceux qui ont fait la ville de Garoua, je l'ai faite, le président Ahidjo a fait quelque chose de formidable. Il a fait une couronne routière autour de la ville de Garoua qui jusqu'à aujourd'hui survit. Si vous voyez une route de 9 mm à Garoua, d'ailleurs je ne me souviens pas qu'on en a construite, à part les ouvrages de la Cannes récemment, les routes de 9 mm sont les routes de ce régime. Mais les routes du président Ahidjo à Garoua sont immortelles jusqu'à ce jour. Ça, c'est les routes du passé. Et c'était des routes 2x2. C'est-à-dire, ce n'est pas des 9 mm, 2x2, pratiquement des autoroutes. La route de Maroua, la ville de Maroua. La ville de Maroua, une ville merveilleuse, qui n'a peut-être pas eu la chance, le président Ahidjo, qui l'avait un peu négligé, mais qui a ceci de particulier qu'elle est extrêmement tracée. C'est une ville en damier. Mais j'ai vu ce qu'on est en train de faire actuellement, les routes de là-bas. J'ai vu comment on fait la route, je crois, Kakatare ou je ne sais pas, Domayo, quelque chose comme ça. Ça ne ressemble pas aux routes d'hier. Alors, les routes du passé, est-ce qu'on peut les comparer aux routes du présent? Parce qu'en fait, les routes du passé sont celles des hommes du passé, mais qui nous paraissent aujourd'hui avoir eu une plus grande idée de ce pays par rapport à nous, les hommes du présent. On va donc se poser la question. Les routes du présent, que représentent-elles? Je pense qu'elles ne sont rien d'autre que le reflet de notre ingratitude envers nos ancêtres, envers ceux qui sont passés avant nous. Vous comprendrez pourquoi je le dis. Je suis très dur d'habitude, et je vous ai dit, monsieur Tuisseux, je t'ai supplié que vous m'ayez appelé, je suis très dur. Les routes du présent ne sont rien d'autre que la photo de notre égoïsme. Parce qu'en fait, à vouloir faire ce qui nous plaît à nous de manière individuelle, on finit par priver le peuple et la nation de ce qui peut l'amener à l'émergence que nous souhaitons en 2035. Nous sommes à 12 ans de l'émergence et il n'y a aucune route qui a été construite sur le renouveau qui ressemble à l'émergence. Au contraire, les routes qui nous sauvent encore aujourd'hui, ce sont les routes du temps passé, les routes du régime passé. Moi, je ne l'ai pas connu, ce régime. Mais je le loue aujourd'hui à travers les infrastructures que déjà mon grand-père me disait, ça, c'est Ahidjo. Ici, c'est André Fouda. On ne parle pas des bâtisses, on parle des routes. Mais alors, les routes du présent sont aussi le calque de notre inhumanité. Parce que j'ai pris cet exemple de la route d'Onkolesson, 55 milliards, qui allait du Quito double. Je ne vous parle même pas de l'autoroute qu'on dit Yaoundé-Douala. C'est une autre affaire très compliquée. Alors, je me dis, est-ce que nous pourrons vraiment construire les routes de l'avenir au Cameroun? Je n'ai pas dit les routes du futur, j'ai dit les routes de l'avenir. C'est-à-dire
celles qui appartiendront à ceux qui arrivent après nous. Parce qu'en fait, nous du présent, si nous n'avons pas pu calquer ce que nos prédécesseurs, nos aïeux, nos ancêtres ont fait de bien, afin de l'améliorer dans le présent, nous ne pourrons servir qu'un mauvais exemple pour ceux qui viennent après nous, parce qu'eux, ils n'ont pas connu ceux du passé que nous avons connus. Et ils ne nous connaîtront que nous, avec notre médiocrité. Donc, les routes de l'avenir risquent d'être les routes de la médiocrité, les routes de la stagnation. C'est pour cela que je vais peut-être revenir sur le débat en fond, le moment venu, quand on ira un peu plus au fond. J'aimerais toujours ici, et je vais vous dire ce qui m'a inspiré mon propos, c'est le second couplet de l'hymne national. Je pense qu'on devrait le réciter à tout jamais. À tout jamais. Peut-être pour ceux qui l'ont oublié, tu es la tombe où dorment nos ancêtres. Si on se souvient que nos ancêtres dorment sous cette terre, on ne peut pas faire certaines choses. Le jardin que nos aïeux ont cultivé, ils ont cultivé. Nous moissonnons aujourd'hui et nous n'arrivons pas à cultiver pour ceux qui viendront après nous pour qu'eux aussi moissonnent demain. Nous travaillons pour te rendre prospère. Est-ce que vraiment les routes que nous construisons aujourd'hui peuvent durer pour ceux qui arrivent? Un beau jour enfin, nous serons arrivés de l'Afrique, sois fidèle enfant. J'ai pris l'exemple de l'Afrique noire subsaharienne. Le Cameroun n'est pas un exemple de pays routier en Afrique. Nous sommes 32e au classement. Et progresse toujours en paix, la paix. S'il n'y a pas de route, est-ce qu'il peut avoir la paix? Qui se souvient qu'au nord-ouest, sud-ouest, le problème de la route était aussi inscrit à l'ordre du jour dans les revendications au nord-ouest, sud-ouest. Bon, j'ai appris, et ça piétine depuis 4 ans aujourd'hui, Babadjou, Bamenda. C'est jusqu'à ce jour, c'est jamais terminé. Pourtant, il me semble que ce n'est pas l'argent qui manque. Espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans borne à jamais. Fin de couplet. Est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que ceux qui viendront après nous aimeront ce pays? Fin de couplet, si nous n'avons pas pu l'aimer aujourd'hui, est-ce qu'ils l'aimeront demain? Jamais terminé. C'est la fin merci du beaucoup. couplet et de l'intervention. Merci. Voilà, merci. Je ne voulais pas te retirer la parole, mais enfin, merci pour ce va-et-vient entre le passé, le présent et l'avenir routier du Cameroun. J'ai vu que certains visages se sont assombris à un moment donné, certainement du fait des chiffres comparatifs du point de vue du budget de l'État et du budget du ministère des Travaux publics. Mais, comme vous l'avez dit, le ministre lui-même n'est pas là, mais je crois qu'il prendra note et qu'il aura un rapport succinct de l'ensemble de ce qui se dira ici. Avant de prendre 2 ou 3 questions, parce qu'il y a une dame qui me fait signe, ça devrait être la réalisatrice de ce direct. Elle me fait savoir qu'il nous reste très peu de temps. On va l'utiliser à quelques questions. Peut-être que la première, je vais la poser moi-même. C'est sur les coûts. Encore une fois, sur les coûts. La Banque mondiale elle-même s'est émue à un moment donné en considérant que le Cameroun taxe le kilomètre de route à 3, 4, 5 fois plus que la même taxation dans des pays, on va dire, d'à peu près égal niveau. Je ne veux pas parler de la Côte d'Ivoire. Est-ce que, monsieur le directeur général, peut-être monsieur Mbela viendra également à votre secours? Qu'est-ce qui peut expliquer cette telle flambée du coût du kilomètre de la route dans nos projets routiers? Est-ce que c'est uniquement les éléments que vous avez donnés là, ou il y a aussi derrière un peu de corruption et la volonté pour certains fonctionnaires de s'enrichir? Bon, merci pour l'opportunité qui nous est donnée une fois de plus. Je voudrais, avant de répondre à votre question et être complété par mon collègue M. Mbela, revenir sur quelques chiffres que M. Valère vient de donner. Il a donné le budget du Cameroun en 1984 et le budget du ministère des Travaux publics en 2023. Je voudrais qu'on compare tout. C'est-à-dire, en 1984, combien coûtait un sac de ciment? Et en 2023, combien coûte un sac de ciment? Parce que ce sont les intrants qui entrent dans la construction de la route. Combien coûtait une tonne de bitume en cette année-là? Et combien coûte la tonne de bitume aujourd'hui?
pour comparer les réalisations. C'est pour dire, même avec un budget 10 fois plus important, on peut ne pas être en mesure de faire la même chose en fonction de l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai dit dans mon propos liminaire que la construction de la route n'est pas isolée du contexte global, contexte institutionnel et économique global du pays. Donc, si vous faites la même comparaison, je pense en ce temps-là, vous aurez une bonne raison. Vous avez donné notre budget de 2023 en disant on a 296 milliards en investissement. Il ne faut pas se tromper en croyant que le reste c'est du fonctionnement. Le budget du ministère des Travaux publics en fonctionnement est à la baisse depuis 2014. Il est passé de 12 milliards à moins de 8 milliards. Seulement, certaines de nos activités sont considérées comme du fonctionnement au sens économique. Par exemple, l'entretien routier par le fonds routier est considéré comme fonctionnement au sens économique. Donc, ce que nous utilisons même pour fonctionner, pour aller sur les chantiers, est de plus en plus réduit et ne nous permet même pas de faire ce que nous voulions faire. Et je voudrais relever aussi que ce budget que vous avez trouvé assez élevé, comme le ministre l'a dit ici l'autre jour, représente environ 25% des besoins qui sont exprimés. Donc, pour répondre aux besoins exprimés par les usagers, il nous faudrait encore un budget 4 fois plus important que celui-là. Mais malheureusement, l'État ne peut pas forcément le mobiliser. Pour le coût au kilomètre, la comparaison simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une bonne raison. Parce que derrière le coût, il y a beaucoup de considérations à prendre. Est-ce que les pays ont les mêmes coûts? Est-ce que le coût du carburant au Cameroun est le même coût que dans l'autre pays où vous comparez le coût au kilomètre de route? Sachez que dans un chantier, on consomme par exemple beaucoup de carburant. Tous les engins consomment du carburant. Une bonne partie des dépenses de chantier vont par exemple dans le carburant. Est-ce que dans ce pays, on a le même coût de carburant? Est-ce que dans ce pays, l'intrant bitume rendu sur le chantier a le même coût? Il faut prendre tous ces éléments en considération pour faire la comparaison. Est-ce que ces routes comparées sont les mêmes? J'ai eu à voir des comparaisons de certaines routes qui ont un profil 2x2 voies aux autoroutes camerounaises. Une autoroute, c'est une norme, c'est des exigences. Ce n'est pas juste une route élargie. Donc dans certains pays, comme en Côte d'Ivoire, on a dédoublé les routes nationales, on estime qu'on a une autoroute à comparer avec les autoroutes du Cameroun. Nous sommes avec une autoroute conçue avec une norme de 110 km/h. ICTAL, 110 km/h. Donc je prends cet exemple pour dire, pour comparer tout simplement, vous n'allez pas pouvoir faire la bonne comparaison. Il faut entrer dans le détail pour comparer. Et même ici chez nous, la moyenne qui est considérée généralement... Monsieur le directeur général, on va simplement retenir avec vous qu'il n'y a pas de corruption dans les projets routiers au Cameroun. J'y arrive. J'y arrive. Bon, répondez voilà. Tout de suite pour qu'on prenne une ou deux autres questions, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je suis en train de dire, pour faire une bonne comparaison, il faut comparer avec les éléments qui vont avec la constitution du coût. Lorsqu'on n'a pas comparé en comparant ces éléments également, on est forcément en train de se tromper quelque part. Maintenant, pour le phénomène de corruption, ça peut bien exister. J'ai parlé tout à l'heure du climat des affaires en général, qui influence le coût qu'une entreprise peut proposer. Les investisseurs tiennent compte du climat des affaires. Donc le climat des affaires va forcément influencer le coût. Monsieur Mbela, je vous donne la parole pour 1 minute et puis on va prendre les questions. Juste quelques éléments complémentaires parce que M. Valère Bessal a tantôt évoqué aussi le budget en 82 et 84. En 82, on avait un linéaire du réseau routier autour de 50 000 km. Aujourd'hui, nous sommes à 121 800 km. Ça veut dire qu'il y a quand même des évolutions en termes de linéaire. Et pour comparer, tel que le directeur général le disait, comparaison n'est pas toujours raison. Parce que nous comparons des objets qui ne sont pas de même nature. Et je crois qu'on nous a toujours dit qu'il faut faire l'effort de comparer des objets de même nature. Si nous prenons 1 kilomètre de route, où nous avons par exemple un ouvrage d'art de 100 mètres, un ouvrage d'art de 100 mètres à lui-même, il peut être autour de 3 milliards de francs. Lorsqu'on va donc prendre le coût de kilomètre pour dire que le coût moyen c'est ceci, il faut toujours regarder ce qui rentre dans la constitution du coût pour être sûr que nous comparons des choses comparables. Voilà les quelques petits compléments que je voulais apporter.
Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance, s'il vous plaît? Ceux qui souhaitent prendre la parole peuvent se manifester. Vous donnez votre nom, vous adressez votre question de manière courte et directe en indiquant à qui, préférablement, elle s'adresse. Oui, je commence par vous, monsieur. Je m'appelle William Tabi, DP de Nouvel Horizon Info. Bonjour au panel. DP, c'est-à-dire directeur de publication. Oui. Bonjour au panel et bonjour à l'assistant ici présent. Alors, de façon concrète, quels sont les mécanismes enclenchés par l'État pour financer les projets routiers et autoroutiers? Je crois que chaque panéliste est en train de noter. Maintenant, on va prendre encore une autre question. Et puis, il y a une dame, je crois que c'est une dame qui lève le doigt là-bas derrière. On n'a pas entendu de femme depuis le début. S'il vous plaît, messieurs, un peu de galanterie. On va prendre la question de la dame qui est derrière. Bonjour à tous, Nadia Amana, journaliste à la CRTV. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau des délais. On a des routes qui ne sont presque jamais livrées dans les délais annoncés. Qu'est-ce qui fait problème? Très bien. Puisque les autres usagers de la route laissent les journalistes poser les questions, alors que je crois savoir qu'il y a une rencontre entre la presse et le ministère vendredi, je crois. Mais si vous y tenez, on va prendre les questions des journalistes, s'il vous plaît. Vous aussi, vous êtes journaliste? Ok, allez-y. Je m'appelle James Ernest Zwango, représentant d'un produit innovant pour la construction des routes. Je voudrais donc poser la question au panel, la question de savoir aujourd'hui que le coût de la route est assez élevé, qu'est-ce que vous avez pensé pour les produits innovants qui sont moins coûteux pour la réalisation des routes afin qu'elles soient assez, afin que le nombre soit assez grand? Merci. Peut-être que M. Bondoma peut directement réagir parce qu'il me semble que dans ces partenariats publics-privés, il y a également une expertise locale qui valorise donc aussi les produits et matériaux locaux. On commence donc par vous. Oui, je vais commencer par la question de M. Tabi, je crois que c'est M. Tabi, sur les mécanismes de financement des projets routiers. Dans mon propos liminaire tout à l'heure, j'indiquais que les projets routiers, comme beaucoup d'autres projets d'infrastructure, s'appuient tout d'abord sur le budget de l'État, parce que c'est un investissement public. Une route, une autoroute ou une voie express appartient d'abord à l'État. C'est un investissement public. Maintenant, comment est-ce que l'État procède pour financer ces investissements? C'est sur son budget. Dans le budget, vous avez ce qu'on appelle les ressources internes ordinaires et vous avez les ressources externes. Les ressources internes ordinaires sont celles qui sont tirées de la fiscalité, aussi bien intérieure que de porte. Et dans les ressources extérieures, vous avez tout ce qui est tiré de l'endettement auprès de divers partenaires financiers à l'extérieur. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, ces deux principales sources de financement dans notre pays ne suffisent plus à financer nos infrastructures à la hauteur de nos ambitions. L'ambition du Cameroun, c'est de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. C'est la raison pour laquelle, à ces principales modalités de financement des projets routiers, on a donc pensé qu'on pouvait aller vers des financements innovants. Et au titre de ces financements innovants, le partenariat public-privé a été mis en place. Et depuis lors, il y a des contrats de partenariat public-privé qui ont été signés dans ce secteur-là. Je vais prendre deux exemples de contrats de partenariat public-privé.
déjà signés et qui sont exécutés dans le secteur routier. Le premier projet, c'est l'autoroute Krivi-Lolabé. Voilà un projet qui a été contractualisé en partenariat public-privé, qui est aujourd'hui achevé et qui est en phase d'exploitation. Le deuxième projet, c'est la modernisation des péages au Cameroun. Voilà également un projet qui a fait l'objet d'une contractualisation en partenariat public-privé parce que l'État ne pouvait pas trouver des ressources suffisantes dans son budget sur ressources internes ordinaires. L'État a fait recours à un partenaire privé qui a apporté le financement, qui est en train de construire, a commencé par une première phase de 7 postes de péage sur les 14 qui ont été contractualisés. Au terme de la phase de construction, ce partenaire va exploiter pendant une certaine période et au terme de la période d'exploitation, il va rétrocéder les 10 péages à l'État. Donc voilà un certain nombre de mécanismes qui permettent aujourd'hui de financer les projets routiers. Je crois que la préoccupation exprimée par c'est Madame Nadia Nana ou Amana, Nadia Amana, sur les délais qui ne sont pas respectés. Les représentants du ministère des Travaux publics pourront élaborer davantage là-dessus, mais je vais juste dire un mot en ramenant la chose au volet partenariat public-privé pour dire que l'avantage justement d'un contrat de partenariat public-privé, c'est qu'il y a un transfert de risque aux partenaires privés. Et dès lors que vous transférez un certain nombre de risques aux partenaires privés dans la contractualisation, il est fort probable que les délais puissent être respectés. Il est également fort probable que la qualité de l'ouvrage puisse être assurée. Pourquoi? Parce que dans un contrat de partenariat public-privé, le partenaire privé a l'obligation non seulement de financer et de construire, mais également de faire la maintenance. Or, s'il s'amuse à construire un ouvrage de mauvaise qualité, il va supporter de lourdes charges de maintenance pendant l'exploitation et il n'a pas intérêt à cela. C'est la raison pour laquelle nous encourageons tous les porteurs de projets d'infrastructure à adopter véritablement ce mode de financement innovant, la condition étant que les projets soient bien préparés pour les mettre dans la procédure de contractualisation. Voilà les commentaires que je voulais faire, M. Nchisseux, sur ces deux préoccupations. Je vous remercie. Très bien. Et puisque nous parlons de route, virage à votre droite pour retrouver Monsieur le Directeur Général sur la question des coûts. Merci une fois de plus. Sur la question des coûts et l'utilisation des produits innovants, oui, j'ai donné dans mon propos liminaire les éléments qui constituent le coût de la réalisation de la route, parmi lesquels il y a la chaussée. Et la chaussée, aujourd'hui, représente parfois 15 à 40% du coût de la réalisation de certains itinéraires routiers. C'est pourquoi, au niveau du ministère des Travaux publics, le ministre a instruit l'utilisation des produits innovants qui permettraient d'améliorer les caractéristiques mécaniques des matériaux trouvés en place pour leur permettre d'être utilisables en assise des chaussées. Ça permet de réduire le coût, ça permet de réduire les charges qui devaient être liées au transport, ça permet de réduire le coût qui devait être lié à la pollution de l'environnement. De même, pour la réhabilitation des nouvelles chaussées, il a également été prescrit les techniques de retraitement ou de recyclage des chaussées en place. Ces techniques permettent, avec l'ajout de certains produits comme l'émulsion du bitume ou le lien hydraulique routier, d'avoir à améliorer la structure des chaussées qui étaient en place pour lui donner la capacité de pouvoir encore supporter du trafic sur 15 à 20 ans encore par la suite. Donc, c'est des mesures qui sont prises pour réduire le coût de construction des chaussées et par là réduire le coût de construction ou de réhabilitation des routes. Donc la question des produits innovants, elle est vraiment au cœur de l'action aujourd'hui au ministère des Travaux publics. Et demain, sur le stand du ministère des Travaux publics, on va parler essentiellement des produits innovants. La pression de la réalisatrice me montre que nous allons visiblement vers le dernier tour de table. On continue donc
par vous, Monsieur Mbela. Je voudrais vous prier de répondre sur la question des délais, mais aussi sur une préoccupation qui était sous-entendue dans l'exposé de Valère Bessala. Qu'est-ce qui se fait dans le nord-ouest et le sud-ouest sur le plan routier pour apporter un certain nombre de réponses et de solutions aux problèmes actuels? Merci une fois de plus. Le délai, c'est effectivement l'un des critères qui permet de juger de la bonne réalisation d'un projet. Il y a le délai, il y a le coût et il y a la qualité. Il se trouve que lors de la réalisation d'un projet, on peut faire face à des contraintes environnementales, on peut faire face à des contraintes techniques, on peut faire face à des contraintes financières. Ces contraintes-là impactent généralement sur le délai. Je vais prendre un exemple précis. Comme contrainte environnementale, on démarre un projet, mais il se trouve que l'emprise routière n'est pas libérée. Le temps que nous passons à libérer cette emprise, les travaux ne se font pas. Donc fatalement, on va essayer de mettre en place des mesures de rattrapage, mais cela peut avoir une incidence sur le délai. Et une fois que le délai est touché, très souvent, le coût également est impacté. Donc, le maître d'ouvrage, puisque c'est lui qui est le maître d'orchestre, c'est lui qui anime tous les autres acteurs, chaque fois qu'il y a une contrainte, il prend les mesures pour les lever. Pour ce qui est du nord-ouest, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. La route Babadjou-Bamenda, les travaux ont repris. Et la réception de la première section est annoncée avant la fin de cette année. Il y a beaucoup d'autres programmes. Il y a la Ring Road pour lesquels les financements sont disponibles. Et nous sommes dans la phase de contractualisation. Et il y a de fortes chances qu'avant la fin de l'année, certaines sections démarrent également. Valère Bessala, on va glisser finalement jusqu'à vous pour vos dernières considérations. Merci beaucoup. Moi, je ne réponds pas aux questions. Je pose des questions rhétoriques. Vous savez, en 2013, je me souviens, le Premier ministre avait instruit, Premier du temps, je crois que c'était une idée même d'ailleurs du ministre des Travaux du temps, la création de 4 centrales de concassage. C'est-à-dire, puisqu'il disait que les routes coûtent cher parce que les granulats ne sont pas produits par l'État et par des privés. Et on a défalqué 10 milliards pour ces 4 centrales de concassage. J'ai vérifié, ça n'existe pas. L'argent est pourtant sorti. Je voudrais parler du carbone-corps. Le carbone-corps est un produit, une technique qu'un de nos frères camerounais a réussi à rapporter au pays pour aider le pays à réduire les coûts de construction des routes en termes d'utilisation du matériau et en termes de délai. Ce carbone-corps a été utilisé dans la pénétrante, dans la route qui fait le tronçon Yaoundé à Fanoyo. Cette route existe aujourd'hui, vous pouvez aller vous la trouver. Et depuis lors, ce monsieur, du moins ce produit, cette technique et ce monsieur ont été écartés. Je voudrais parler, je ne sais plus si ça se prononce comme ça, le déflectographe et un autre petit engin, Land Rover, qui carrément sont sous la poussière au Labogénie, qui ont été commandés par le Cameroun à près d'1 milliard. C'est-à-dire que c'est des engins qui servent à contrôler, lorsque la route est terminée, à venir savoir si le blanc qui nous a fait la route ne nous a pas floué. Parce que c'est un laser et tout ça. Et ça pourrit là-bas. Plus d'1 milliard. Personne ne l'utilise. Donc, je voudrais terminer, M. Tuisse, en parlant de la corruption. Je ne sais pas pourquoi ça grince là, les gens y freinent dessus. C'est très facile de savoir là où il y a la corruption. Nous devons avoir un code de la corruption dans ce pays. Pour savoir qu'il y a la corruption dans les marchés publics, je ne suis pas très aise qu'il n'y ait pas un représentant des marchés publics ici, mais il faut le savoir, les marchés publics, on interdit le fractionnement des marchés. Mais qu'est-ce que nos agents de l'État, pas seulement au niveau des travaux publics, partout, ont trouvé comme génie? C'est le fractionnement des projets. Quand vous voulez savoir qu'il y a corruption, quelque part, regardez le nombre de phases dans un projet. Puisqu'en fait, ils savent que le plafonnement d'un ministre, c'est 100 millions sur les marchés. C'était d'abord 50, ils se sont plaints. Le président a relevé à 100.
Maintenant, ils se disent qu'ils ne peuvent pas confectionner des projets pour que quelqu'un d'autre mange. C'est comme ça que ça s'exprime. C'est-à-dire que le ministère des marchés, que c'est celui qui adjudique les marchés sur les projets qu'eux, ils ont confectionnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fractionne les projets. C'est phase 1, phase 2, phase 3. Quand on va arriver à la phase 5, la phase 1 est à refaire. Parce qu'en fait, le matériau n'a pas été bien utilisé. Donc, je sors en disant que ce thème, il m'a intéressé, cette plateforme m'a aussi intéressé, et je suis ravi d'avoir été là, M. Tuisseux, Monsieur le ministre des Travaux publics et ses représentants. Peut-être qu'à partir de là, si nous avons un peu plus de patriotisme et de conformisme à l'amour de notre pays, nous ferons davantage mieux. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas évacuer toutes les préoccupations et les questions sur les projets routiers dans l'espace de temps dont nous disposions. Heureusement, le directeur général l'a dit tout à l'heure, les discussions vont se poursuivre au niveau du stand du ministère des Travaux publics. Pour le moment, on va retenir que, eh bien, il y a des comparaisons qui sont autorisées, mais elles doivent être raisonnables, notamment en ce qui concerne les coûts et les délais des travaux et des projets routiers, parce que tout ce qui est comparable n'est pas nécessairement à comparer. Il y a d'autres externalités et d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Et parmi les solutions à prendre également en compte, il y a donc le partenariat public-privé. C'est certainement cela qui va nous permettre de construire ce que M. Bessala appelle les routes du futur, ces routes qui nous conduiront vers l'émergence du Cameroun en 2035. Nous y croyons. Mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à remercier nos intervenants et panélistes. D'abord, Dona Takwete, directeur général des études au ministère des Travaux publics. Le professeur Dieudonné Bondoma Yokono, président du CARPA. Michel Mbela Ebumbu, chef de division des ouvrages d'art au ministère des Travaux publics. Et Valère Bessala, administrateur civil et guide de jouvence. Ainsi va la réflexion au SAGO 2023. Merci de votre délicate attention. Face aux énormes défis que doit relever le Cameroun pour son émergence en 2035, le gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement S1D30, s'est engagé à développer les infrastructures dans tous les domaines de la vie de la nation afin de répondre aux besoins des populations.